Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 19 avril et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un couple de paysans à qui l'on fait une proposition inattendue. Adopter un nouveau-né et s'en occuper comme si c'était leur en échange d'une importante somme d'argent. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est une nouvelle de Maurice Leblanc intitulée « Le fils au Duramé ». Un bonne nuit tout spécial ce soir à Anaïs de la Ciotat et Mélène du Mans, et merci d'avoir partagé Somnifère dans votre story Instagram. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise, fermez les yeux, et s'il fait un peu frais, remontez votre couverture jusqu'aux épaules. Quand vous êtes prêt, on va commencer par 2 grandes inspirations, la première en gonflant le ventre et la seconde en gonflant les poumons. Prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre et expirez par la bouche. À nouveau, une grande inspiration, gonflez vos poumons cette fois et expirez à votre rythme. Reprenez un rythme normal et ne faites rien d'autre que d'observer votre respiration et notez comme à chaque expire, votre corps semble s'enfoncer davantage dans le matelas. Détendez votre visage, vos sourcils, votre front. Votre mâchoire, sentez comme votre front semble plus frais que le reste de votre visage et comme cela est agréable. Détendez vos épaules et sentez-les se relâcher de tout leur poids. Imaginez que toute la tension, tout le stress et les émotions indésirables s'évacuent par vos extrémités à l'expire, par le bout de vos doigts et par vos orteils. Vous pouvez sentir les quelques restes de tension
alors qu'il traverse vos mains et vos pieds à mesure que vous expirez, avant de s'évacuer et de vous laisser parfaitement relâché. Laissez votre esprit s'égarer en observant les appuis de votre corps contre le matelas. Votre respiration, les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire, la température de l'air à l'inspire et à l'expire. Observez comme il est agréable de simplement se laisser aller à l'instant présent sans rien attendre de particulier. Portez votre attention sur vos pieds et massez-les mentalement un par un. D'abord le pied gauche, les deux pouces sur la plante du pied qui forment une pression légère mais ferme. Qui vont de haut en bas. De droite à gauche. Et forment de petits cercles. Observez un instant comme c'est agréable. Le pied droit à présent, les deux pouces sur la plante du pied, qui forment une pression légère mais ferme. Qui vont de haut en bas. De droite à gauche. Et forment de petits cercles. Et maintenant, prenez quelques instants pour masser chaque orteil pendant quelques secondes, en partant du petit orteil du pied droit et en allant jusqu'au petit orteil du pied gauche. Laissez-vous aller complètement à la détente et ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur votre respiration pendant quelques instants.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc, le fils au Duramé. Victor Duramé et sa femme achevaient leur souper, des tranches de pain recouvertes d'une mince couche de beurre où apparaissaient d'énormes grains de sel. Un bout de chandelle fixé sur la table éclairait confusément les poutres basses du plafond, les murailles nues, le sol inégal, le vaisselier boiteux, la cheminée noire et sans ornement. Au fond de la pièce, dans un berceau d'osier, un enfant dormait, un garçon que 15 jours auparavant le ménage avait déclaré sous le nom de Charles. Il s'était marié l'an passé. Un mois après, Duramé perdait son père et héritait d'une ferme à Froberville et de quelques lopins de terre situés sur la route d'Yport-aux-Ifs. Et ils peinaient, tous deux, attelés côte à côte, lui, fort bien bâti, de gestes lents et d'esprit borné, elle, sèche, taciturne, à pro-gain, infatigable. Leur première récolte avait mal rendu. Une de leurs vaches était morte. Et peu à peu, ils se sentaient acculés, étreints, vaincus par la misère. De tous côtés, elle les assaillait, la grande ennemie. Ne leur fallait-il pas encore engager un valet, maintenant que Césarine, obligée de nourrir, laissait de l'ouvrage en souffrance? Cette nécessité immédiate les effrayait surtout. Ils en parlaient ce soir-là, agitaient la question, calculaient avec terreur ce que leur coûterait cette charge imprévue. Des cris s'élevèrent. Césarine se dirigea vers le berceau, saisit le poupon, se rassit et lui tendit le sein. Il y eut un long silence que scandait seul le bruit doux de la tétée. Soudain, des pas retentirent dehors, puis la porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, un monsieur qui portait un paquet dans ses bras. Il s'arrêta, inspecta d'un coup d'œil les deux paysans, la salle, le nourrisson, et demanda : « C'est bien vous, les Duramé ?» Victor, vaguement inquiet, hésita, mais Césarine répondit : « Oui, monsieur, c'est nous, les Duramé. » Aussitôt, l'inconnu s'approcha d'elle et déposa sur ses genoux un tas de langes. « Défaites vite, dit-il en souriant. C'est un enfant. Un garçon comme le vôtre, ça vous en fera deux, la mère, si vous y consentez. » Elle ne bougeait pas, interdite. Cependant, comme il insistait, elle écarta les langes. Un être apparut, un morceau d'être qui se mit à crier, réveillé par le froid. Alors, d'un geste machinal, elle l'attira contre sa poitrine, à la place inoccupée, et l'enfant s'abreuva goulûment à la source de vie. L'homme prononça d'une voix triste : « Vous voyez, il s'habitue déjà. Il oublie sa maman. » Il resta quelques secondes à regarder ce spectacle, les yeux humides. Puis, secouant sa torpeur, il s'expliqua rapidement à phrases courtes et nettes. « Soyons brefs, je n'ai que peu de temps. J'ai su que vous étiez pauvre, jeune, bien portant, travailleur. C'est pourquoi je m'adresse à vous. Vous avez un enfant. Voulez-vous du mien ? Voici les conditions. Tous les trimestres, à partir d'aujourd'hui, vous irez à Fécamp toucher 300 francs chez le notaire, maître Loisel. Vous irez avec le petit, n'est-ce pas ? Avec le petit. Sinon, on ne vous donnera rien. Vous l'élèverez comme le vôtre, vous les enverrez à l'école ensemble, plus tard même au collège si cela vous convient. Dans ce cas, le notaire paiera les frais. Enfin, à sa majorité, une somme de 20 000 francs lui sera remise pour s'établir. Est-ce conclu ? » Ils écoutaient, le visage stupide, ne comprenant pas. Tous ces chiffres bourdonnaient à leurs oreilles. Il dut recommencer, puis il ajouta : « Désormais, vous n'entendrez plus parler de moi. Vous raconterez l'aventure à votre façon. Je vous conseille cependant de dire la vérité. Cela m'est indifférent, j'ai pris mes précautions. Allons,
Soyez francs, oui ou non. » Ils ne répondirent pas, une sorte de défiance envahissait leur esprit soupçonneux de paysans. Ils ne croyaient pas à cette fortune inespérée qu'on leur offrait. Victor balbutia. « Oui, certes, mais qui nous prouve que nous trouvons de l'argent chez le notaire ? Nous n'avons qu'un bout de papier, c'est un bout d'écriture. » L'homme, impatienté, s'écria. « Pourquoi faire ? Si l'on ne vous paye pas, vous abandonnerez le petit. Du reste, voici un trimestre d'avance. » Il étala 15 louis sur la table. La vue des pièces d'or convainquit les époux. Duramé, subitement expansif, déclara. « Conclu, monsieur, conclu. Nous en prendrons bien soin, Césarine aussi. » L'étranger se pencha vers son fils, l'embrassa une dernière fois, puis en se relevant. « Vous l'appellerez Marcel, n'est-ce pas ? Marcel, dit-il. Et sans un mot de plus, il partit. Le premier trimestre évolu, ils confièrent leur Charlot à une voisine. Césarine se chargea de Marcel, et ils se rendirent à Fécamp, anxieux sur le résultat de l'entrevue. L'accueil de maître Loisel les rassura. Il se fit montrer l'enfant, s'enquit de sa santé, de son frère de lait, et finalement tira de son bureau 3 billets de 100 francs. Victor signa un reçu et les empocha. Dès lors, ils connurent l'aisance. Ils embauchèrent un valet, leurs terres mieux cultivées rapportèrent davantage. Les pièces de 100 sous affluèrent. Les 2 poupons prospéraient, devenaient gros, forts, joufflus. Césarine les soignait également, plus attentive encore auprès de Marcel, qui représentait pour elle le bien-être de la famille, tout un avenir tranquille et sans souci. L'histoire s'était vite répandue aux environs, il l'avait colportée de droite et de gauche, en cachant cependant le montant de la rente. Et il prenait, quand on les questionnait à ce sujet, des airs mystérieux, se refusant à préciser la somme. Ces cachotteries excitèrent l'imagination des commères et l'on avança des chiffres fantastiques. On parla d'une véritable fortune. Or un jour, Victor gaulait des pommes lorsque tout à coup, il entendit des appels désespérés qui sortaient de la chaumière. Il accourut. Césarine, affolée, se débattait sous le buffet, le vieux buffet branlant qui s'était abattu sur elle. Il dégagea sa femme et redressa le meuble. Alors, parmi les assiettes brisées, il aperçut quelque chose d'informe, d'étrange. Il se courba, c'était le petit Marcel, frappé à la tête, mort. Duramé recula, muet d'épouvante, les yeux hagards. La table, que ses mains rencontrèrent, l'empêcha de tomber. Ses lèvres, agitées d'un tremblement nerveux, bégayèrent. L'argent. Mais il entendit Césarine, qui geignait dans un coin, blessée elle aussi. Un quart d'heure s'écoula, il pensait à peine, le cerveau détraqué par la douleur. De temps à autre, seulement l'un d'eux murmurait « mort ». Et ce mot signifiait tout pour eux, la rente supprimée, leurs économies perdues, les dettes prochaines, la gêne, la misère. À leurs pieds gisait le petit bonhomme. Ils ne songeaient même pas à le laver, à l'habiller, à le coucher. Enfin, Césarine prononça « Je vais voir la mère Levachu, elle veille les défunts. » Elle se dirigea vers la porte. En 3 enjambées, Victor fut près d'elle. Il lui empoigna le bras. « Je crois que j'ai une idée. » Il réfléchit, puis s'expliqua. Elle se révolta d'abord, mais l'idée la tenait à son tour. Ils se rassirent et causèrent à voix basse longtemps. Quand le valet de ferme revint, il trouva Césarine à genoux devant le berceau et Duramé pleurant la tête entre ses mains. Il demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?»
Victor gémit. « C'est notre fils qui est tué, notre pauvre fils, notre fils à nous, le petit Charlot. » Le lendemain, Victor se rendit à la mairie et déclara le décès de son fils, Pierre Césaire Charles Duramé, âgé de 10 mois. Ils continuèrent leur voyage à Fécamp. À la première visite, Césarine pinça l'enfant qui se mit à crier. Le notaire, abasourdi, les expédia rapidement. En outre, pendant plusieurs mois, dès qu'un voisin entrait chez eux, ils portaient Marcel, ils appelaient ainsi leur fils maintenant, dans une autre chambre dont ils fermaient la porte à clé. Personne ne se douta de la substitution. Ils vécurent heureux, riches, jalousés. Ils arrondirent leurs terres, triplèrent le nombre de leurs bestiaux. En peu d'années, Victor devint le plus gros fermier de Froberville. Dès que Marcel fut en âge, on le conduisit à l'école. Ses camarades, qui savaient vaguement le mystère de sa naissance, le traitèrent avec une nuance de considération, comme s'il eût été d'une race différente de la leur. Et lui-même, en grandissant, affecta vis-à-vis d'eux des airs de supériorité qui leur en imposaient. Les Duramé, d'ailleurs, développaient sa vanité par les égards excessifs dont ils entouraient leur fils. Ils tremblaient qu'il n'eût le même sort que le vrai Marcel, le Marcel qu'on leur avait confié. Ils l'aimaient certes de toute leur affection de père et de mère, mais plus encore, ils l'aimaient de toute leur cupidité. Il était la source de leur fortune, et cette fortune il fallait la garder en surveillant la vie de l'enfant. Aussi, ils le choyaient, le dorlotaient, s'inquiétaient à tout moment de sa santé. Il l'empêchait de rendre ces menus services que les petits paysans rendent chez eux, et une fierté les prenait à contempler ce grand garçon qui bâillait d'un air ennuyé. Lorsqu'il eut 11 ans, les Duramé consultèrent M. Loisel. Le notaire fut d'avis de l'envoyer au collège. Il ajouta « C'était le vœu de son père. Si mon fils montre des dispositions, poussez-le vers une carrière libérale, m'a-t-il dit. » Victor insinua. « Où qu'il est son père ?» Le notaire répondit sèchement. « Inutile d'en parler, son fils ne le connaîtra jamais. » On choisit le lycée du Havre. Des années passèrent. Excité par l'amour-propre, souvent blessé par ses camarades qui se moquaient de ses expressions de campagnard, Marcel travailla, fit des progrès sérieux et continus. D'une intelligence lourde mais tenace, il remportait plusieurs accessis chaque année. Ces succès accrurent l'ambition des Duramé. Les 2 mots de maître Loisel, carrière libérale, les avaient éblouis. Ils choisirent le barreau. « Hein » se répétait-il, « notre fils avocat, notre fils plaidant pour nous si nous avons un procès. » Marcel obtint son diplôme de bachelier, puis revint à Froberville en attendant l'époque de son volontariat. C'était un gaillard solide, aux allures communes, au visage rougeau, à l'accent traînant. Les Duramé le regardaient avec extase. Ils admiraient ses moindres gestes, ses moindres paroles. Quant à lui, il leur témoignait une bienveillance un peu dédaigneuse. Il les considérait comme de braves gens, de bons villageois, qui l'avaient élevé, qui l'appelaient encore papa et maman par habitude, mais auprès desquels il ne voulait pas croupir longtemps. Et il songeait à celui qu'il nommait à voix basse son vrai père, à cette famille qu'il devait avoir quelque part et dont il croyait dans son orgueil sentir en lui les instincts nobles, le raffinement de race. Vers le milieu de son séjour, alors qu'il fumait à la fenêtre et que Victor et sa femme buvaient leur café, il aperçut une voiture qui s'arrêtait devant la barrière de la ferme. Un homme en descendit, poussa la porte et traversa le verger. Les Duramé, avertis, se levèrent. Au même moment, l'individu apparut sur le seuil de la pièce. « Eh bien, fit-il gaiement,
On ne me reconnaît pas ?» Il n'attendit pas la réponse, il venait de remarquer le jeune homme, et s'adressant à lui, il lui demanda avec une sorte d'émotion. « C'est vous, Marcel ?» Celui-ci, surpris, répliqua. « Oui, c'est moi, monsieur. » L'étranger ajouta. « Monsieur de Berville, votre... » Des cris l'interrompirent. C'était Victor qui jurait. « Nom de Dieu, c'est le père !» Il se mit à trembler tandis que ses yeux s'ouvraient démesurément, comme agrandis par une vision horrible. Césarine murmura. « Oui, c'est le père, pour sûr c'est lui. Que nous voulez-vous? Vous nous aviez dit, on ne me reverra pas. Pourquoi est-ce que vous revenez ?» Il répondit simplement. « Je viens chercher mon fils Marcel. N'est-ce pas, Marcel, vous ne refusez pas de me suivre ?» Mais une timidité invincible paralysait le jeune homme. Il avait rêvé une scène plus dramatique, une reconnaissance comme elles ont lieu au théâtre. Et tout à coup, il se jeta dans les bras de monsieur de Berville. « Mon père, je vous retrouve. » Monsieur de Berville se dégagea doucement et dit avec un sourire. « Bien, je vois que nous nous entendrons. Apprêtez-vous, je vous emmène. » Césarine bondit entre eux et proféra. « Vous en allez, l'emmener comme ça, notre Marcel, notre fils ?» Il répartit l'air heureux tout en contemplant ce grand garçon qui vivrait enfin près de lui et dont il ferait un homme. « Votre fils, dites plutôt le mien. » Elle s'écria hors d'elle. « Votre fils, celui-là? Non, je vais tout vous raconter. Tant pis, je ne veux pas qu'il parte. » Victor l'arrêta d'un regard et déclara d'un ton doucereux. « Je ne dis pas non, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes le père ?» Monsieur de Berville attribua cette mauvaise volonté au chagrin qu'ils éprouvaient à se séparer de Marcel, et complaisamment, il sortit de sa poche une liasse de papier. « Tenez, mon brave, voici les reçus de vos trimestres. » Victor baissa la tête. « Allons vite, » reprit l'étranger. « Vite, Marcel, il faut se décider. Laisse tous tes vêtements, mets ton chapeau et ton pardessus, c'est suffisant. » Le jeune homme obéit. Il y eut un court silence, puis M. de Berville prononça d'une voix affectueuse. « Ainsi, votre enfant, votre pauvre Charles est mort. » Victor répliqua sourdement. « Oui, il est mort, notre enfant. » Une fois près, Marcel tendit son front à son père. « Adieu, papa Duramé. » Ensuite, il embrassa sa mère. « Au revoir, mère Duramé, je vous écrirai bientôt. » Puis il saisit le bras de M. de Berville et ils s'en allèrent. Les deux paysans ne bougèrent pas, anéantis, le cœur brisé. Césarine sanglotait, Victor farouche écoutait le roulement lointain de la voiture. Soudain, il avisa sur la table une enveloppe. Il l'ouvrit, elle contenait 5 billets de 1000 francs. Son regard brilla, il articula. « Dis donc, il y a de l'argent. » Césarine ne répondit pas. Alors, à son tour, il sentit des larmes qui lui emplissaient les yeux, alors qu'il laissait tomber l'enveloppe. Bonne nuit. Bonne nuit.